On le croyait tomber peu à peu dans l'oubli, sur le déclin. On le croyait manichéen. On le croyait parfois un peu perdu. On le croyait dénué de sensibilité. Mais je ne parle pas d'Oppenheimer. Is anyone ever going to tell the truth about what's happening here? Cette semaine, on retourne dans le MCU, où tous les films semblent liés entre eux. Un lien parfois évident. Maths was never my strong subject. How much time is that? Time isn't the problem. Time's here. Time's gonna change for me. Parfois plus subtil, nous annonçant le prochain épisode. Juste avant le premier essai nucléaire, Oppenheimer s'est mis à redouter que cette explosion ne produise une réaction en chaîne qui engloutirait le monde. Les films de Nolan ont cette atmosphère particulière, unique en son genre, apportée par la musique aux basses assourdissantes et aux violons criards, par un casting souvent répétitif, par un montage alambiqué, parfois dur à tenir, mais explicité dès le début par le logo de la société de production du réalisateur, Syncopy, un labyrinthe. Évidemment, on retrouve tous ces aspects dans le nouveau long métrage de Nolan, Oppenheimer. Biopic consacré à la vie de ce professeur, du créateur de la bombe atomique, le destructeur des mondes, le film ne laisse pas indifférent. Il est lui-même une décharge nucléaire provoquant chez le spectateur l'effet d'une bombe, ressortant de la salle les yeux éblouis, les oreilles sifflantes, l'esprit secoué. You guys doing in Los Alamos? And how many people were in these open discussions? Too many compartmentalization was supposed to be the protocol. We were in a race against the Nazis. Une étrange sensation provoquée dans un premier temps par le montage zapping entre les différentes époques, plus encore assumée que les fois précédentes. Il est parfois difficile de suivre un tel enchaînement de dialogues, mais la richesse d'écriture ainsi que l'attention au décor, au maquillage ainsi qu'au jeu d'acteurs permettent au spectateur de s'accrocher s'il fait un petit effort d'attention. Ce montage presque épileptique traduit bien la réaction en chaîne que produit cet amas de métal tant sur le plan chimique que géopolitique. Pour autant, cela ne veut pas dire que l'effet engendré est un coup, loin de là. C'est une souffrance longue et pesante instaurée par une durée de film de 3 heures. Comme pour montrer que cette simple détonation provoque de lourdes répercussions. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Car le sentiment le plus dur provoqué par cette colonne de feu n'est pas le choc, mais le traumatisme. Traumatisme bien présent pour la population japonaise non présente à l'écran, sans doute par souci d'éthique, ou peut-être simplement parce que les mots suffisent et que des images seraient en excès. Traumatisme ressenti également par le protagoniste, se qualifiant d'après les réels mots du scientifique de destructeur de monde. Ces paroles sont soulignées par un jeu d'acteurs particulièrement réussi de la part de Cillian Murphy, mais également des autres acteurs, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, ou encore Tom Conti, dont la performance dans le rôle d'Einstein est d'un grand respect et ne tombe pas dans la caricature ou l'éloge forcé. L'acteur du protagoniste semble être particulièrement bien choisi, non seulement puisqu'il apparaît dans plusieurs films du réalisateur, mais surtout pour son rôle iconique dans la série Peaky Blinders. Incarnant depuis déjà 10 ans Thomas Shelby, mafieux de Birmingham rongé par la guerre, Cillian Murphy est doté depuis d'un charisme sans faille à l'image des tenues et de la démarche de Shelby, devenu culte. Murphy nous donne ici la faiblesse de ce charisme, de ce pouvoir bien trop grand pour l'homme, et nous invite à découvrir une autre facette de son jeu, voué à changer. Souhaitant se tourner vers d'autres rôles où il ne fumerait plus aucune cigarette, ce personnage semble être la bonne transition pour l'acteur. Car c'était peut-être un grand risque pour ce film. S'attaquer à des figures historiques, en particulier celle à l'origine de l'arme la plus dévastatrice, n'est pas une mince affaire. Comment parler de cet homme, hanté par le regret, sans en faire une figure de martyr suscitant l'empathie du spectateur ? Un pari que prend Nolan sans jamais aller trop loin, ou en pointant du doigt directement les problématiques soulevées par ce personnage. Le réalisateur montre une finesse d'exécution qui contraste avec les techniques employées, cherchant pour le coup à provoquer en nous les sensations d'une bombe. Je me souviens d'un moment de pur frisson me parcourant de la tête aux pieds, un moment magique où le jeune Oppenheimer a des visions des atomes, frétillants, virevoltants, entrant en collision, tout cela accompagné par un thème musical incroyable de Ludwig Göransson, intitulé Can You Hear the Music ?
Des basses. Oh mon dieu, des basses. Le film offre à de nombreuses reprises un grondement qui semble sortir de terre. Ce brasier infernal qui semble se rapprocher petit à petit jusqu'à ce que l'on comprenne qu'il ne s'agit pas de l'arme, mais bien des gens, de ce peuple américain si fier des efforts employés et des résultats obtenus. Ce grondement assourdissant qui se répète tout au long du film n'est pas celui des flammes, de la détonation ou encore de l'onde de choc, non. C'est celui des pas contre le plancher de tous les contributeurs de Los Alamos acclamant dans une scène somptueuse Oppenheimer comme le Messie, tandis que celui-ci réalise qu'il est devenu la mort. Cillian Murphy n'a pas besoin d'expliciter le reste du célèbre discours tant les images parlent d'elles-mêmes. Ses rires, on les voit, ses pleurs, on les entend, ses silences, on les ressent. Car oui, enfin Nolan fait de la mise en scène. Alors bien sûr, il en a toujours fait puisque réaliser, c'est mettre en scène, mais comme diraient certains, il montre ce qu'il faut montrer. Et pour une fois, force est de constater que Nolan s'est lancé dans une forme plus artistique. En témoigne le premier plan du film, montrant des gouttes de pluie s'écrasant dans une flaque, telles des bombes à la surface de la Terre. Plan qui est d'ailleurs réutilisé à la fin, bien qu'il soit accompagné d'un autre plus apocalyptique, montrant la Terre enfouie sous les flammes. Sans doute d'ailleurs de trop. Certes, il reste le roi de l'insert. Plan consistant à vous montrer l'importance d'un objet en se concentrant dessus. Mais il fait preuve de créativité pour nous transmettre les émotions du protagoniste ou encore les sensations provoquées par la bombe. C'est le cas de murs dans l'arrière-plan qui tremblent irraisonnablement, ainsi que d'un flash soudain au milieu de la foule ou d'un interrogatoire traduisant le choc que provoque tout ce monde pour Oppenheimer, un choc aussi puissant que l'arme qu'il a créée. Nolan ouvre son diaphragme au maximum pour isoler son protagoniste. Le diaphragme étant une bague située dans l'objectif qui, ouverte au maximum, vous donne une faible profondeur de champ et donc vous donne des flous d'arrière-plan et d'avant-plan plus intenses. Ainsi, le film veut montrer à quel point Oppenheimer s'est enfermé dans l'œuvre de sa vie sans même prendre conscience des répercussions. It's about unleashing a strong force before the Nazis do. Oh my God. How about because this is the most important thing that ever happened in the history of the world? Car comme le suggèrent les scientifiques du projet Manhattan tout au long du film, la théorie a ses limites que seule l'expérience peut combler. Ce que veut nous montrer le film, c'est que la bombe n'est pas tant l'arme elle-même que la réaction des gens qui entourent le scientifique. Que ce soit cette foule dont nous venons de parler, ou encore le président Truman lui-même aveuglé par ce pouvoir destructeur au point de se vanter d'être le responsable du largage des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, tout en traitant l'inventeur de son pouvoir de pleurnichard. Un jeu certes caricatural interprété par Gary Oldman, figure mythique du cinéma de Nolan, mais tout de même percutant. On ne peut que repenser au geste du président tendant un vulgaire mouchoir au professeur se lamentant d'avoir les mains pleines de sang. Un geste qui nous fait comprendre que certaines mentalités ont bien changé avec le temps. Car oui, évidemment, ce film possède un lien avec le temps. On reste chez Nolan après tout. Si Memento montrait que le temps était la mémoire, Insomnia un arrêt, Batman une course contre la montre, Dunkerque une structure en fonction du poste de guerre, 1 heure dans les airs, 1 jour en mer, 1 semaine à terre, Inception une dilatation, Interstellar une différenciation, Tenet une inversion, Oppenheimer est une rupture. Rupture suggérée dans un premier temps par des scènes en noir et blanc correspondant chronologiquement à la toute fin des événements historiques. Souvent associé au passé, Nolan décide ici de prendre le contre-pied pour marquer ce point de non-retour qu'a pris le monde après cette invention. Contrairement à un changement de ratio en milieu de film pour faire plus spectaculaire, cette utilisation du noir et blanc est un vecteur du message porté par le film, certes un peu dramatique, mais tout de même bien réel. L'explosion du projet Trinity semble d'ailleurs se trouver au milieu du film, comme si elle était la tranche, le point de bascule d'un temps jusqu'alors en équilibre entre guillemets. On vante les mérites de la bombe comme étant la solution à la fin de la guerre, et on oublie la réaction en chaîne qu'elle instaure. Car si l'embrasement de l'atmosphère inquiétant les scientifiques s'est avéré être faux, il a bel et bien eu lieu, mais entre les deux blocs. Et si celui-ci a mené à d'incroyables avancées et inventions scientifiques, il a également fait basculer le monde dans une autre ère. Et c'est aussi ce que sous-entend la citation au début du film. Si Prométhée doit être puni d'avoir donné le feu aux hommes, Oppenheimer perçoit la même punition psychologique. Tel est d'ailleurs l'enseignement d'Einstein près du lac, discussion qui nous est cachée jusqu'à la toute fin du film, vecteur de mystère autour des mots d'Oppenheimer, certes concluants, mais oubliant ceux du père de la relativité tout aussi important. N'importe quel inventeur finit toujours par perdre le contrôle de sa création, suscitant la fausse admiration de ses contemporains, ne cherchant qu'à l'exploiter pour leurs propres intérêts. Cette vérité à laquelle est confronté Oppenheimer résonne avec celle des images qui, dans la grande tradition nolanienne, sont tournées en pellicule IMAX, et donc ne sont pas virtuelles. Mais plus encore, elles sont physiques, gravées sur un support.
Si l'utilisation de la pellicule chez Nolan avait toujours reflété un homme en désaccord avec son temps, montrant un boomer/hipster attaché au saint graal de la pellicule, en reflétant son manque d'attachement à la technologie, ne possédant ni téléphone ni boîte mail, ici, elle est en pleine harmonie et reflète à merveille le message du film. La bombe est un événement historique gravé à jamais dans la mémoire de l'humanité. Un tournage en pellicule transmet bien cette intention de témoin historique, la volonté de graver pour ne pas oublier. Ce qu'on nous montre, bien que ce soit une fiction, a eu lieu. La pellicule semble ainsi le meilleur support de captation. Nolan est connu pour refuser le plus possible les effets par ordinateur, préférant les effets pratiques, ce que, oh mon dieu, je comprends. Il est d'ailleurs sujet d'un engouement particulier pour ce film tant le virtuel semble nous gagner. Entre deepfake, intelligence artificielle et effets numériques, avoir le plaisir de voir de réelles images, de voir la matière, la vraie, la sensation de pouvoir la toucher, de la sentir du bout des doigts, fait un bien fou. Si Nolan fait l'objet d'une grande division entre des spectateurs fanatiques et d'autres sceptiques au moindre geste du réalisateur, force est de constater que son film contraste avec toutes les sorties actuelles du cinéma de divertissement et de blockbusters américains. Il marque cette césure y compris avec le cinéma actuel, rejetant pour la première fois Warner suite à un différend entre la salle et le streaming à la sortie de Tenet. Si tout le monde n'est pas admiratif du réalisateur, Nolan a des principes et les respecte. Inception était une dilatation, Tenet une inversion, Oppenheimer est une rupture.